Niveau du contenu. Alors, donc, sur ce sujet de la condition animale, je m'en étais arrêtée au sens courant du terme de condition, et ce qui m'avait intéressé, c'était premièrement le fait que, en son sens courant, on va plutôt parler des conditions au pluriel. On va plutôt parler des conditions d'existence ou des conditions de vie. Donc par rapport au sujet, si vous voulez, ça m'indique quand même que c'était pas trop ce vers quoi il fallait tendre, même si vous pouviez faire une place, bien entendu, au départ à ce sens courant, d'autant que dans ce sens courant, on note aussi une confusion entre le concept de condition et le concept de situation. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Et puis, j'avais noté aussi quelque chose qui est de l'ordre un peu paradoxal, même si, alors là, il me semble que ça peut être intéressant par rapport à une réflexion sur la condition animale, qui est le fait que condition nous amène à la fois à l'idée du conditionnement et à l'idée du conditionnel. Donc, au fond, avoir une condition au sens courant, c'est voir sa vie ou son existence soumise à un certain nombre de conditions conditionnantes. Conditionnantes, c'est-à-dire limitant la liberté, mais dans le même temps pouvant être remises en question par justement un sujet libre. Et donc les conditions pour l'homme, les conditions de vie peuvent être transformées par son action. D'ailleurs, c'est toute la finalité de l'action humaine. Si par exemple on s'appuie sur l'analyse d'Hannah Arendt, qui considère justement l'action comme un des piliers de la condition humaine, c'est précisément de transformer ces conditions de vie, et donc de passer du conditionnement au conditionnel. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que derrière ce sujet, évidemment, se profilait l'opposition entre déterminisme et liberté. Et qu'après tout, on pouvait amener d'ores et déjà la première question qui me semblait devoir être traitée sur ce sujet, et qui était la question de l'existence même d'une condition animale. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre d'une incohérence, d'une contradiction, d'une impossibilité à penser une condition animale? Et puis, dans un deuxième temps, alors en réalité c'était une succession de points, donc j'en étais au 1, 2, 3... Troisième point, j'ai commencé à formuler des questions de problématiques. Et au quatrième point, je suis passée au sens philosophique. Et au sens philosophique, j'ai noté que les philosophes allaient placer ce concept au singulier. Donc là, on se rapproche peut-être plus du cœur du sujet. Et sur le concept de condition, il me semble qu'il y a deux références qui sont absolument incontournables, de deux philosophes qui ont pensé le concept de condition. C'est évidemment Sartre, dans l'existentialisme est un humanisme, et puis c'est Hannah Arendt, dans la condition de l'homme moderne. Je salue ceux qui ont ces références et qui ont su mobiliser ces références, parce que ça veut dire qu'il faut bien sûr réviser, essayer d'engranger des références sur le thème,
Et ça veut dire aussi qu'il y en a qui ont suffisamment bien intégré le cours de l'an dernier pour finalement réemployer tout ce qu'ils ont acquis en termes de référence. Et ça, c'est vraiment bien, puisque c'était quand même une des œuvres qui avait été travaillée, il me semble, si mon souvenir est bon. Et en fait, les œuvres de première année, vous pouvez déjà assez souvent les exploiter sur le thème de la deuxième année. Alors je sais que M. Billon, lui, le fait systématiquement, de vous dire, mais finalement, qu'est-ce que vous avez déjà comme référence avant d'en amener beaucoup d'autres? Et bon, moi, je suppose que vous êtes capable de le faire tout seul. Alors, dans ce point, j'avais commencé par rappeler la distinction que Sartre fait, et on lui doit cette distinction conceptuelle. Rendez à César ce qui est à César, ça vous apportera la gloire. En tout cas, ça vous apportera quelques points supplémentaires. C'est cette distinction entre condition et situation. La condition humaine est universelle. Sartre oppose d'ailleurs cette condition au concept de nature dont il se débarrasse. C'est le commencement de l'existentialisme tient là-dedans. L'existence précède l'essence et non pas l'inverse. Et donc il n'y a pas de nature humaine. C'est une des conséquences de l'existentialisme que de considérer que l'homme n'a pas de nature, mais qu'il y a, dit Sartre, une universalité de conditions. Une universalité de conditions qu'il va définir, d'ailleurs, toujours dans l'existentialisme est un humanisme. Alors si vous ne voyez pas à quel passage je fais référence, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher l'extrait, mais je vous le trouverai. Il l'a défini par ce qu'il appelle des limites. Donc cette universalité de conditions, elle est définie par des limites, qu'il qualifie d'ailleurs de limites à la fois objectives et subjectives. Et ça, par rapport à plein de pistes que vous avez pu ouvrir, c'était assez intéressant de rappeler cette distinction que Sartre fait entre les limites objectives de la condition humaine et les limites subjectives de la condition humaine. Je rappelle qu'elles sont pour lui au nombre de 4. Donc on a en quelque sorte une condition rectangulaire. Tout être humain doit se déterminer par rapport à la sexualité, c'est-à-dire déterminer ce qu'on appelle aujourd'hui ses préférences sexuelles, doit assumer le rapport à autrui, là encore, en choisissant ce type de rapport, doit définir son rapport à la mort, troisième limite, et doit aussi faire un choix par rapport au travail, à sa condition de ce que Hannah Arendt, elle, appellera l'animal laborans. Alors, ces limites, elles sont objectives dans la mesure où elles sont réelles, imposées par une réalité extérieure à tout être humain. Donc elles sont objectives au sens d'objet, si vous voulez, au sens où le monde se définit comme un ensemble d'objets, c'est-à-dire quasiment synonyme de extérieur, non choisi par l'être humain. Autrement dit, même si l'individu, par exemple,
ne veut pas penser son identité, par exemple, par rapport à une sexualité, ou ne veut pas penser son identité par rapport à un sens de la vie qui serait donné dans un lien avec la mort, etc. Même s'il est, si vous voulez, dans la négation de ça, même s'il est dans l'absence de choix, vous connaissez le point de vue de Sartre, il se détermine encore. Hein. Ne pas choisir, c'est choisir encore. Ne pas s'engager, c'est s'engager encore. Nier, c'est encore une forme d'affirmation, etc., etc. Et c'est pourquoi, si vous voulez, les limites de la condition humaine, pour Sartre, sont aussi des limites subjectives. C'est-à-dire qu'au fond, chaque sujet humain va s'emparer de ces 4 piliers de la condition humaine pour décider de sa propre humanité, pour finalement tracer sa propre humanité. Alors, à partir de là, effectivement, on voit assez bien comment penser une condition animale est problématique. On voit assez bien comment penser une condition animale supposerait de résoudre au moins 2 problèmes majeurs. Le premier étant celui de la possible universalité d'une condition des animaux. Donc, est-ce qu'on peut résoudre ce problème de l'universalité? Ou bien est-ce qu'on sera conduit à une absence de solution, un échec qui consisterait, alors non pas comme je l'ai parfois lu, à reconnaître plusieurs conditions animales, non pas que l'hypothèse soit nulle et inintelligente, mais que si vous avez fait cette hypothèse, il faut bien derrière déconstruire alors l'idée même de condition animale, c'est-à-dire il faut déconstruire le concept même d'animal et montrer qu'on est dans une pluralité irréductible. Et si on est dans une pluralité irréductible, de 2 choses l'une, si elle est irréductible, ça veut dire qu'on ne peut pas la ramener à une universalité, et c'est là que Sartre aurait pu être utile, hein, puisque vous voyez que dans la façon dont Sartre pense la condition humaine, il continue à affirmer l'idée d'une universalité de conditions par le fait que les limites de cette condition humaine sont objectives, mais en même temps, il rend possible le fait que chaque individu va finalement se positionner d'une façon singulière par rapport à ses limites objectives et va transformer ces limites objectives en limites subjectives. Donc, c'était une hypothèse aussi, ça pouvait être une solution pour l'animal, c'est-à-dire de dire oui, il y a une pluralité, mais en même temps, on peut penser une universalité. À ce moment-là, il fallait la définir, cette universalité de conditions, c'est-à-dire de la tique à la bactérie, de l'insecte à l'oiseau et de l'oiseau au grand primate. Quels seraient donc les caractères universels qui ne relèveraient pas de la nature, mais qui relèveraient bel et bien d'une condition, voyez ? Donc ça, c'était quand même pas très simple, d'autant que certains avaient quand même certaines avaient déjà lu, avaient des références, mais que là, vous avez besoin de références pour traiter un sujet comme ça.
L'autre problème, vous le voyez bien qu'il fallait poser et résoudre concernant la condition animale, c'est bien entendu le problème de la liberté. C'est-à-dire, peut-on penser une condition animale qui ne soit pas une condition imposée par l'homme à l'animal? Bon, laissons tomber la nature, hein. Je suppose qu'on s'est déjà débarrassé des déterminismes de la nature, qu'on a déjà montré que l'animal n'est plus un être de nature, sinon dans notre imagination, que c'est devenu un être de culture, et à ce moment-là, eh bien, peut-on penser donc une condition animale qui soit autre chose qu'une condition imposée par l'homme à l'animal, c'est-à-dire, au fond, l'animal a-t-il, ou peut-on reconnaître une liberté animale qui permette de conserver, si vous voulez, ce concept de condition? Puisqu'au fond, il faut bien aussi s'entendre, au fil de la définition conceptuelle du mot, sur qu'est-ce qu'on va conserver pour considérer qu'on peut parler d'une condition. Donc on va conserver l'universalité et on va conserver, si vous voulez, la dimension historique rattachée à une conscience, rattachée à une subjectivité, rattachée à une liberté. Donc on va essayer de montrer qu'il y a dans l'essence de l'animalité